Après son démantèlement, que vont devenir clients et salariés de Dexia? Doit-on craindre un effet domino sur d'autres banques? Quelle est la responsabilité des banquiers et des administrateurs dans ces crises? Que doit faire le citoyen pour se protéger? In fine, qui va banquer, si j'ose dire? Dexia sera-t-elle nationalisée? Sans doute, on le saura bientôt. Les communes et habitants vont-ils payer la note? Et puis peut-on juguler la crise des dettes souveraines, la crise la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'expression du président de la Banque centrale européenne. Mes invités ce dimanche, Michel Vermark, administrateur délégué Febelfin, il est le représentant des banques ce dimanche, puisque tous les représentants de Dexia ont décliné mon invitation. Myriam Delmé, vice-présidente fédérale du SEDCA, Bruno Coleman, professeur à l'UCL, Jean-Philippe Ducard, porte-parole de Testachat, Étienne de Galataille, économiste en chef chez De Groot, Michael Petitjean, professeur de finance à la Louvain School of Management, Édouard Frémaux, manager chez Desminor, Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, est aussi bourgmestre de La Louvière. Et puis on aura aussi l'occasion d'inviter des citoyens, en tout cas un citoyen en colère, et aussi le bourgmestre Jean-Loïc Cruc, qui n'est pas content non plus. La question controverse, après Dexia, craignez-vous un effet domino? On va d'ailleurs voir déjà les résultats. 79% le craignent, 17% ne le craignent pas. Alors, madame, messieurs, le problème de Dexia était connu, on en a parlé déjà depuis quelques temps. Comment se fait-il que le président Jean-Luc Dehaene, en tête, et que les politiques n'aient pas anticipé la crise? Monsieur de Galataille. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que pour quelqu'un qui est dans la position de Jean-Luc Dehaene, c'est très très difficile d'aller dire en ce moment ça va mal, donc je suis en train de travailler à un plan de sauvetage de l'institution que je préside. Il pouvait le faire en 12, quoi. Parce que là, on a l'impression que tout se fait dans la précipitation. Je pense que des discussions ont dû avoir lieu auparavant, mais qu'effectivement, peut-être qu'on n'a pas anticipé suffisamment ce qu'un mouvement d'accélération de panique dans le chef de certains clients en particulier pouvait occasionner. Michael Petitjean, même question. Écoutez, je pense que c'était assez difficile d'agir dans la précipitation, dans ce genre de circonstances-là, mais c'est vrai qu'il faut penser dans l'avenir. Oui. À essayer d'établir ex ante, à l'avance, des plans de redressement et de liquidation des banques. Parce qu'on ne réglera pas le fond du problème en n'ayant pas à l'avance préparé des plans qui peuvent nous protéger contre le pire. Jean-Philippe Ducard. Mais les déclarations de Jean-Luc Dehaene, c'est une chose, et à certains moments, j'ai l'impression que ça n'engageait plus que lui, puisque le 28 septembre, il disait encore qu'on n'aurait pas droit à un démantèlement. Donc ça, c'est déjà un premier paradoxe ou une première anomalie. Oui. Par contre, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le rôle, par exemple, des contrôleurs. Et là, fin août, en tout cas au mois d'août, lorsqu'on a publié les résultats de résistance bancaire, de stress test, comme on les appelle, donc savoir si une banque peut résister à une crise, si elle peut passer à travers, mais on a constaté que Dexia était 11e sur 91 banques européennes. Et donc là, il y a un problème. Le signal aurait dû être donné, il n'a pas été donné, il a tellement peu été donné que même les autorités de contrôle disent « tout va bien, tout se passe bien ». Et ça veut dire quoi? Vous analysez ça comment? Alors, si on ne peut plus compter, comme vous semblez le dire, sur les autorités de contrôle, sur qui on peut compter? Mais moi, je pose la question. Que font-elles? C'est plutôt bon. Elles ne sont pas aussi autour de la table. Le politique n'est pas non plus autour de la table. Pourtant, dans une affaire comme Dexia, il y a des responsabilités à plusieurs niveaux. Il y a des responsabilités au niveau du politique, puisque c'est une banque par essence publique. Il y a une responsabilité des contrôleurs qui doivent aussi avoir les yeux rivés sur l'évolution du secteur bancaire et l'évolution de certaines enseignes comme Dexia, qui sont fragilisées depuis 2008. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, ça date certainement d'avant-hier et donc depuis 2008. Cacophonie, Monsieur Coleman? Mais je serais un peu plus indulgent parce qu'il y a une réalité, une empreinte globale à tout ce problème bancaire, c'est le problème des dettes souveraines. C'est un problème qui est en train de s'aggraver et on voit bien que toute une série de pays maintenant sont en difficulté. Immanquablement, ce problème aura des impacts dans le secteur bancaire. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui, la plupart des banques qui ont des problèmes en ont parce qu'elles doivent décoter des obligations d'État. Donc ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que le problème ne vient pas de l'extérieur comme en 2008, mais c'est un problème interne à la zone euro. Et donc,
Il ne faut se faire aucune illusion. Ce problème bancaire, qui peut d'ailleurs se contaminer éventuellement à d'autres institutions, on va ne en sera parler, pas ça. réglé sans dette souveraine. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de la finance, mais quand même quelque chose qui m'a étonné, quand j'ai lu que Dexia avait prêté 3 fois plus que ses fonds propres à sa sœur, disons, française. Alors, Monsieur Vermaak, vous êtes un spécialiste, moi je suis un profane, mais est-ce que c'est le bon sens d'aller prêter 3 fois plus que ses fonds propres? Est-ce que ça se fait souvent, ça? Ben, Franchement, hein. Tout d'abord, le groupe Dexia est un modèle intégré, Oui. dont il faut analyser sa situation dans son contexte de groupe et de la banque. Oui, mais c'est 3 fois des fonds de chez nous, si j'ose dire. Oui, mais il Est-ce faut que c'était- également assurer une liquidité suffisante au sein du groupe. Et je crois que... Mais là, il faut poser la question aux responsables de Dexia. Mais ils ne sont pas là. Hein. Ils sont pas C'est là. vous qui les représentez. Oui, mais je suis certain qu'ils ont une bonne réponse. Et d'ailleurs, cette réponse, sans doute, aura fait l'objet d'une concertation avec les autorités. Mais maintenant, ce qui est également très important, comme on parle ici aujourd'hui également de la banque Dexia, comme on la connaît ici en Belgique, cette banque-là, elle est bien solide. Et donc, il y a également beaucoup de potentiel dans cette banque. Et donc, j'espère bien qu'on pourra vite retrouver un avenir pour cette banque. Là, vous faites de la pub, évidemment, c'est un peu votre... Non, mais c'est une banque qui a non seulement une bonne solvabilité, une banque bien solide, mais également qui a une expérience en matière de financement des pouvoirs publics qui est inouïe. Oui, d'accord. Mais bon, je vois M. de Calataï qui rit sous sa barbe, si j'ose dire. Est-ce que vous partagez les propos du représentant des banques ou Je il pense dit ça que- pour nous rassurer? Je crois que je ne connais pas les détails de Dexia et des comparaisons. Oui, mais ma avec ce question, qui s'est prêter fait. 3 fois plus, c'est ça ma question. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est banal? Parce qu'un Banal, chef de certainement ménage ne ferait pas. jamais ça, quoi. Hein. Banal, certainement pas. Donc c'est pas normal. Je n'oserais pas le dire. Vous n'oseriez pas le dire? Ah ben, alors, attendez, osez le dire, c'est controverse ici. Moi, je n'ai pas suffisamment d'informations sur l'ensemble du problème. Il faut voir sur l'ensemble du groupe comment ça s'est passé avec la filiale Et qu'en pense le française. Mais c'est syndicat, vrai qu'a au fond? priori, ça paraît quand même... On va voir, le assez syndicat, il surprenant. trouve ça normal? Bah, dire que c'est normal ou que c'est pas normal, moi je suis pas non plus une spécialiste du milieu bancaire. La seule chose que je sache, c'est qu'effectivement, pour sauver une banque qui est soi-disant solvable et forte en Belgique, on va devoir mettre au niveau de la collectivité 3,5 milliards, 4 milliards sur table pour acheter Dexia et qu'on va devoir offrir des garanties pour la bad bank, la banque résiduelle, pour l'appeler plus vendeur comme ça. Il y a des garanties à offrir à concurrence de 100 milliards. Moi, c'est la seule chose que je vois. Donc, je me dis, à un moment ou à un autre, ça a dû gripper. Et quand nous, organisations syndicales, avons à un moment ou à un autre, il y a quelques mois, saisi le conseil d'administration en envoyant un courrier, en posant toute une série de questions, on n'a pas eu de réponse. Donc ça, c'est le seul constat que je sais tirer dans l'état Alors, on actuel parlait des de choses. Jean-Luc Dehaene. Dans les mois et les années qui précèdent, rappelez-vous, Jean-Luc Dehaene était rassurant. Rappelez-vous. Dexia est sans plus une entreprise saine. C'est une banque très solvable dont la solvabilité a encore été renforcée par l'augmentation de capital qui a eu lieu et auquel ont souscrit les différents actionnaires ainsi que les gouvernements. Il s'agit maintenant de se reconcentrer sur le métier de base et aussi de faire les réformes nécessaires pour réduire les coûts afin que Dexia retrouve un fonctionnement normal dans le monde bancaire et dans un environnement qui reste quand même fort difficile. Je pense que les communes s'attendent à ce que le dividende de cette année ne soit pas ce qu'il a été les années précédentes. Par contre, je constate que les communes ont continué à donner confiance dans leur financement à Dexia. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Voilà, est-ce qu'elles ont eu raison de le faire? Je me tourne vers le représentant des communes. Est-ce que, in fine, vous avez perdu dans cette opération ou vous êtes gagnant? Je parle des communes. Hein. En fait, l'enjeu dépasse cette opération ponctuelle, à savoir qu'il est évident que les pouvoirs locaux qui se sont investis dans le cadre de la recapitalisation pour un montant de 500 millions sur une somme totale de plus de 6 milliards, donc la part des pouvoirs locaux est relative, les enjeux étaient bien plus importants que cela, à savoir qu'il fallait préserver l'outil du partenariat, je dirais, historique. Ma question, entre c'est est-ce que les vous avez perdu ou vous pouvoirs avez gagné locaux. aujourd'hui?
En fait, nous avons fait une opération de refinancement, de recapitalisation pour consolider nos dividendes aussi, parce qu'au travers du holding communal, il y a un financement des pouvoirs locaux. Vous ne répondez pas à ma question. Vous avez gagné ou perdu? Difficile de vous répondre aujourd'hui. Je pense qu'il était important de le faire. Je pense que l'État a perdu, les régions ont perdu, les communes sont en train de perdre. Je pense que c'est évident. Enfin, on a entendu toute la semaine que plein de communes étaient malheureusement confrontées. Et je pense que pour revenir à la question initiale, et notamment à ce que M. Coleman disait, la dette souveraine, ok, ça nous vient de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est selon l'analyse, mais je pense que c'est l'échec d'un modèle Dexia, malheureusement. C'est l'échec d'un modèle, d'un groupe. Alors il faut bien distinguer la banque, la holding, la banque, la SA, la société anonyme. Et donc c'est vrai que des actionnaires aujourd'hui perdent de l'argent et vont perdre de l'argent. Et donc, forcément, les communes sont des actionnaires et vont perdre de l'argent. Oui. Les petits actionnaires vont perdre de l'argent. Maintenant, la banque, c'est vrai qu'elle a une valeur marchande, quelque part. Et elle a une valeur à la revente. Et c'est ça dont on discute ce week-end, finalement. Donc, voilà. Et ce qui va permettre de compenser certaines pertes. Mais l'État a perdu énormément d'argent. Donc, le contribuable a perdu de l'argent, les communes. Et donc, ça fait partie d'un ensemble. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Testachat? Ce que nous avons perdu jusqu'à présent, ce sont les dividendes que nous étions en droit d'attendre. Et puis, à la valorisation des actions. C'est important de souligner, c'est que derrière chaque actionnaire, il y a un épargnant belge. Les actionnaires de Dexia, c'est qui? C'est vous, c'est nous, ce sont les régions, ce sont les communes. Et là, on pense que la situation est radicalement différente par rapport à Fortis en 2008 au niveau de l'actionnariat de Dexia. C'est-à-dire Fortis, un actionnariat très variés, très divers. Ici, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde autour de la table. Alors, M. Coleman, le soir s'interrogeait ce week-end, Dehaene, traître à la cause belge. Je vous pose la question. Oui, je crois que c'est un propos un peu populiste. Vous savez, on a entendu Jean-Luc Dehaene parler. J'imagine que ces propos ont été tenus il y a 3 ans quand il a pris la direction du conseil d'administration. Je crois que, avec beaucoup d'humilité, personne n'aurait pu imaginer le choc souverain qui a été constaté au cours des 3 dernières années. Et ce qui se passe maintenant dans le domaine européen, c'est qu'il y a une telle précarité dans les banques que les autorités européennes sont prêtes à investir jusqu'à 300 milliards pour recapitaliser les banques européennes. Et un peu comme il y a 3 ans, Dexia est le canari de l'Europe, c'est-à-dire le canari des mineurs qui s'évanouit le premier quand un choc souverain se présente. Donc je ne crois pas qu'il faut ostraciser les personnes en parlant de traître à la patrie. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a un choc important, de l'argent est bien sûr perdu. Ce qui est important, c'est de bien comprendre comment régler le problème. Parce que finalement, l'important n'est pas de manière dogmatique de savoir si une banque doit être nationalisée ou pas nationalisée, elle doit être gérée avec sagesse, intelligence et discernement. Elle l'a été depuis 2-3 ans ? Peut-être qu'on aurait dû séparer la banque préalablement, mais je crois que les plans dont on entend parler aujourd'hui, à savoir une fragmentation du groupe en 3, c'est la bonne solution, c'est-à-dire qu'il faut renationaliser, redomestiquer la banque pour mieux les contrôler. Oui, ça c'est votre avis. Alors moi aussi, j'ai lu que, par exemple, Dexia prêtait à long terme, notamment aux communes, mais se finançait dans les marchés à court terme. Alors encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste, monsieur de Calataille, mais est-ce que ce n'est pas là un risque énorme ? C'est un risque qui a été longtemps très profitable, puisque quand on emprunte à court terme, on paye un taux d'intérêt relativement faible, et quand on prête à long terme, on touche un intérêt plus élevé. Et donc, Dexia... La hausse des taux courts... Oh, ce n'est pas tellement ça. Aujourd'hui, c'est le problème, c'est un problème de robinet qui se ferme. C'est que Dexia n'a plus accès à ce financement-là. Or, elle a des engagements à long terme. C'est là la difficulté de financement. Parlons responsabilité, parce que bon, finalement, toutes ces banques ont des problèmes, et il n'y a jamais personne qui finalement est déclaré, entre guillemets, responsable. Alors, sont les dirigeants, le conseil d'administration, Monsieur Petitjean? Parlons franchement. Hein, je pense que les torts sont partagés. Je pense que les torts sont partagés. Il y a eu des banquiers, pas spécifiquement chez Dexia, mais il y a eu des banquiers qui se sont comportés de manière, je dirais, peu éthique. Il y a un exemple assez célèbre de Chuck Prince, qui était le PDG de la plus grande banque du monde, Citigroup, qui, une semaine avant la crise, annonce qu'il faut encore continuer à danser. 6 mois après, il partira avec 38 millions de dollars. Ce sont quand même des gens qui ont un bon salaire, un très bon salaire. Bon, il y a des problèmes et, je veux dire, il n'y a pas de sanctions finalement. Est-ce que c'est dans le monde bancaire où il y a une sorte d'impunité ? Il y a une multiplication des niveaux, je l'ai dit tout à l'heure, des niveaux de responsabilité. Je pense que le contrôleur, comme d'habitude, doit contrôler. L'administrateur, il doit administrer. Mais est-ce qu'ils administrent ? Voilà ma question. Est-ce que les administrateurs administrent ? En fait, pour répondre à les 2 dernières questions, je pense qu'à un moment donné, le management a engagé Dexia sur une voie
surexposition au risque. Alors quand on dit la dette souveraine, c'est quelque chose, c'est presque, M. Coleman dit que c'est presque une fatalité. Je ne suis pas d'accord. À un moment donné, il faut limiter ce risque. Et le management n'a peut-être pas limité suffisamment ce risque. À un moment donné, des banques comme Deutsche Bank en Europe ont dit, moi, j'arrête avec la surexposition à la dette souveraine. Et donc, ils ont limité le risque. Dexia n'a pas limité ce risque. Et donc, il y a quelque part une responsabilité. Maintenant, ne me demandez pas de tirer à vue sur certains. Je pense qu'il faut d'abord, sauver les épargnants, sauver le personnel, on a les dit travailleurs. Ça il y a 2 ans, et puis, Fortis. deuxième stade, mais c'est différent. Je pense que c'est franchement différent par rapport au dossier Fortis. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression, il y a des crises sur crises depuis quelques années, et finalement, on a l'impression que rien, de loin, on a l'impression que rien ne change, Monsieur de Calataï. C'est vrai ça? Ou pas grand-chose? C'est faux. Des choses ont changé. Des réglementations ont été renforcées, des profils de risque d'institutions financières, et notamment celui de Dexia, ont été diminués. Donc on a agi, mais vraisemblablement trop peu, trop lentement. S'agissant des sanctions à l'encontre de qui n'a pas été tout à fait à la hauteur, on peut penser effectivement que ces sanctions n'ont pas été comme on aurait pu espérer qu'elles le soient, à des fins de... pourquoi? Impunité? Impunité, d'abord je suppose qu'il y a des raisons légales à la chose sans être un spécialiste. Il y a aussi peut-être des explications de copinage ou de copinage. De réseau et de... La difficulté du dossier Dexia, c'est la proximité du politique avec les administrateurs et ainsi de suite. Et donc je pense que c'est ça que M. de Calataï veut dire. Je ne sais pas si le téléspectateur comprend ce que vous dites là. C'est une banque publique quelque part. Donc on a laissé faire certaines choses. Je pense qu'il y a une responsabilité à un moment donné collective du politique dans la façon d'avoir laissé faire certaines choses et d'avoir surexposé une institution publique qui maintenant, forcément, les communes demandent des comptes, tout le monde demande des comptes. Oui. Je pense qu'il y a là une difficulté. Je pense que Desminor l'a dit tout à l'heure, il y a une difficulté. Dexia, c'est à la fois une banque, c'est à la fois un groupe avec des actionnaires, c'est aussi un prêteur aux collectivités publiques. Oui. Et donc, je pense qu'on a laissé un peu trop faire. Monsieur Vermark, il y a une sorte d'impunité dans le domaine bancaire. Personne n'est jamais sanctionné. Tout d'abord, on a vu que, suite à la crise de 2007-2008, qu'un nombre de dirigeants ont dû quitter leur poste. Il y a eu des auditions devant une commission parlementaire. On a donc rendu compte, comme vient de dire M. de Calataï également, un tas de choses ont déjà changé, dont il y a non seulement une nouvelle réglementation, mais également un nouveau système de surveillance, non seulement en Belgique, mais également au niveau européen. Mais également, c'était de notre devoir également de tirer des conclusions. Par exemple, il y a aujourd'hui une plus grande transparence en matière de produits qui sont distribués, donc plus de produits compliqués. Deuxièmement, les banques belges, le secteur bancaire belge a réduit son exposition à l'étranger de presque 30% ou moins de 400 milliards d'euros. Donc, il y a des choses qui ont changé, mais il reste encore des défis. Et un des défis, et selon moi, le plus grand défi, est européen. Il faut d'urgence qu'on donne une réponse au niveau européen à cette question. Est-ce que les États membres seront en mesure de rembourser on va en parler. Alors, on a par Skype Paul Jorion. Paul Jorion qui est un blogueur, auteur de nombreux livres et qui avait, il faut bien le dire, en 2004, prédit la crise des subprimes. Alors, Paul Jorion, bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous me voyez? Alors, quel est votre commentaire, vous, sur la crise Dexia? Mais une chose dont je n'entends pas parler, c'est de la fragilité qu'on a dans le système dans son ensemble. Et quand je dis dans son ensemble, c'est le secteur financier, c'est l'économie, ce sont les États proprement dit. La fragilité qui s'est introduite du fait qu'on s'est habitué à avoir une économie, une finance qui dépendait de plus en plus du crédit. Alors je sais qu'on y était encouragé par les réflexions des économistes qui nous y disaient qu'une reconnaissance de dette et une richesse véritable, c'était la même chose. Mais on s'est aperçu en 2008 qu'une reconnaissance de dette, c'est quelque chose qui a une valeur qui va entre ce qu'on a promis de rembourser et zéro si on n'arrive pas à le faire, ou qui est 21 centimes quand on parle de la Grèce maintenant, 21 centimes par euro. Et cette question-là n'a pas l'air d'être au centre de la réflexion. On ne pense pas au fait que tout ça s'est fragilisé et est dans un tel état qu'on ne sait même pas si on va encore pouvoir le réparer, du fait qu'on a permis que la richesse soit concentrée entièrement dans la main d'un tout petit nombre de personnes et un nombre de personnes dont le nombre va diminuant. Alors ça, c'est quand même le cadre général dans lequel il faut réfléchir à tout ça. Il y a une autre question, c'est quand même on a mis
on a mis l'actionnaire. L'actionnaire, ici, il reste des risques d'y perdre des plumes, mais c'est peut-être la première fois dans un cas dont on parle vraiment, mais on a mis vraiment l'actionnaire. Et le dirigeant d'entreprise, avec ses salaires dont on parle à propos de Dexia, des salaires qui étaient augmentés pour des raisons qu'on n'a pas jamais bien comprises, dans des contextes qui ne s'amélioreraient pas. Je vous rappelle que dans le temps, les entreprises mettaient avant tout leurs clients, c'est-à-dire dans ce cas-ci les collectivités locales en France et en Belgique, et le bien-être de leurs employés. Tout ça s'est effacé derrière le bien-être des dirigeants et la bonne santé des actionnaires, ou pas nécessairement des actionnaires, aussi des gens qui prêtent de l'argent, les créanciers qui jusqu'ici, dans toute cette crise, n'ont pas encore perdu grand-chose parce qu'on est allé à leur secours par priorité. Voilà ce que moi j'entends dans cette discussion. Paul Jorion, vous restez bien entendu avec nous. J'appelle maintenant comme témoin Alain. Alain qui est un auditeur qui est intervenu dans le Bel Soir. Bonjour. Alain, bonjour. Alain, vous êtes intervenu par téléphone dans le Bel Soir, vous étiez en colère, on a beaucoup d'SMS, beaucoup de mails de citoyens qui ne sont pas contents. Alors on dit, ben voilà, venez témoigner, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Et puis nos invités pourront éventuellement... J'ai vraiment envie de leur dire que je fais partie d'un groupe de citoyens européens où nous sommes plusieurs centaines de millions, qui en avons ras-le-bol d'entendre que d'un côté nous avons des banquiers qui sont incapables de gérer, et d'un autre côté nous avons des centaines de millions d'Européens comme moi, comme vous, qui sont obligés de payer les impôts et de ne pas pouvoir bénéficier de l'argent qui est capté par les banques. Et donc oui, c'est un ras-le-bol général vis-à-vis du système des banquiers aujourd'hui. Vous savez, ce ne sont pas les banquiers, ce ne sont pas les traders, ce ne sont pas les spéculateurs qui créent la richesse d'un pays ou d'un État. Ce sont les travailleurs qui se lèvent tôt, ceux qui vont travailler, qui transforment les matières premières, et ces gens-là ne sont pas valorisés financièrement parlant. Le prix des énergies augmente, le prix de l'alimentation augmente allègrement, et on écrase toujours le petit, mais les traders, les gens qui font des erreurs dans le système financier, ne sont pas punis, n'ont pas les mêmes contraintes qu'un travailleur qui perd son emploi. Au fond, vous êtes une sorte d'indigné, si j'ose dire. Oh, tout à fait, totalement, oui. Indigné par le système, oui. Et vous aimeriez que ce système change comment? Qui change comment? Tout simplement, par exemple, en créant des banques publiques où l'épargnant que je suis également pourrait déposer son argent. Et avec cet argent-là, que l'on ne spécule pas au niveau mondial, mais que l'on donne cet argent-là à des petites entreprises pour créer des emplois de qualité. Et en parlant d'emploi, on n'a plus d'emploi de qualité aujourd'hui puisqu'on développe le contrat à durée déterminée. C'est déjà très très bien. On développe les PFI, on développe par exemple le contrat intérimaire. Ce sont des emplois précaires pour les citoyens, la majorité des citoyens. Et avec des emplois précaires de ce type-là, on ne sait pas acheter de maison, on ne sait pas acheter de voiture et on ne sait pas consommer. Et donc, in fine, le système bancaire actuel est en train de s'autodétruire. Et n'ayons pas peur de le dire. Alors, Monsieur Petitjean, vous entendez ce témoignage d'un citoyen, je crois qu'il rejoint pas mal de citoyens. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre? Moi, je comprends très bien le sentiment de la plupart des citoyens. D'ailleurs, j'avais écrit un petit article dans la Libre fin de la semaine dernière pour essayer de traduire ce sentiment. Il faut changer le système? Mais je pense qu'il faut penser en effet à revoir le système de manière assez conséquente. C'est en voie, je pense. Il faut quand même que le citoyen se rende compte qu'il y a des choses qui se font et des choses intelligentes qui se font. Ça va prendre du temps sans doute avant que ça se mette en place, mais on va quand même malgré tout dans la bonne direction. Petite chose que je voulais ajouter, et je pense qu'on est d'accord, Dexia était déjà plus ou moins une banque publique. Oui. Donc, vous savez... je pense que la solution n'est pas nécessairement dans la nationalisation de l'ensemble du secteur bancaire en Belgique. Alain, merci en tout cas d'être venu. Allez, encore un petit mot. Encore un petit mot, oui, tout à fait. Vous savez, l'argent qui a été capté par les banques, cet argent-là n'a pas pu servir, par exemple, au développement du service public. Je pense que tous les nafteurs qui prennent le train, les bus, les transports en commun en général, se disent qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. Et donc l'argent capté par ces banques-là ne peut pas servir à alimenter, le bien-être de chacun d'entre nous. Et donc, à un moment donné, il faut dire stop. Alain, merci d'être venu. Alors, avant de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Dexia, petite question. J'ai lu ça dans la Libre Belgique ce week-end. Il paraît que Dexia proposait sous le manteau un taux à 3%, qui était le meilleur taux du marché pour 10 000 €. Est-ce que là, c'était quoi? Un attrape-nigo, monsieur de Calataille?
Ça montre la perversité de certaines solutions, et en particulier celle qui consiste à garantir tous les déposants pour tous leurs dépôts, puisque à ce moment-ci, on a alors une proposition qui n'est pas en ligne avec ce que les autres institutions financières proposent, parce qu'une certaine banque fait face à des situations particulières. Donc je crois que derrière cette proposition d'un taux anormalement élevé proposé c'était par pour que Dexia, l'argent rentre, évidemment. c'était pour faire rentrer de l'argent. Bon. Ça montre C'est limite bien. Oui, c'est limite, et ça montre que si nous nous engageons dans la voie de toujours tout garantir pour tous les épargnants... Les gens ne croiront plus. Aussi, ils vont croire, mais ils vont alors, en fait, les plus informés vont aller chercher ce 3%, comme ils ont été cherchés dans le temps du 6% chez Coopting, sans veiller à faire le tri entre les bonnes et les moins bonnes institutions. Alors, en quelques minutes, j'aimerais que vous me disiez ce que vous attendez que Dexia devienne, puisque ça va se décider aujourd'hui. Alors, on parle de nationalisation et puis de revente, Monsieur Coleman ? Mais je crois que dans un premier temps, la nationalisation est certainement un choix opportun pour des activités qui doivent être sécurisées. Parce Donc que c'est l'État qui sauve, c'est-à-dire nous. Oui, mais c'est le principe du sauvetage d'une banque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois, de la part de l'État, garantir les dépôts et ne pas prendre, ne fût-ce pendant un certain laps de temps, le contrôle de la banque pour s'assurer qu'elle garantit une certaine validité. Oui. Dans un second temps, je crois qu'il serait opportun d'adosser la banque à un groupe autre, qu'il soit belge ou étranger. Pourquoi ? Parce que l'État n'a pas vocation à gérer les banques. Vous savez, M. Ducard parle des banques publiques aujourd'hui qui semblent un peu fustigées, mais il y a 3 ans, dans le même débat, je vous ai entendu dire qu'il fallait nationaliser les banques. Alors finalement, le modèle est un peu ambivalent. Une banque publique, c'est bien dans un premier temps, mais en même temps, ça politise le crédit. Donc, il faut avoir des modèles sages. Aujourd'hui, l'urgence est au sauvetage. Demain, l'avenir de la banque Dexia, ce sera de revenir dans l'économie de marché. Myriam Delmé, comment voyez-vous l'avenir de Dexia ? C'est de nouveau l'État qui va venir en aide ? C'est-à-dire nous ? On n'a pas de tabou sur le fait qu'on nationalise Dexia ou qu'on ne le nationalise pas. Sur le principe, on n'est pas contre une nationalisation et une banque d'État. Le problème à nouveau, c'est qu'on va injecter de l'argent public. Je l'ai dit tout à l'heure, on parle de 3,5 à 4 milliards d'euros qui seraient injectés, avec une revente par la suite plus que vraisemblablement. Quel va être l'impact pour les finances de l'État de cet achat, de cette revente ? Quel va être l'impact aussi pour la collectivité des garanties qui vont devoir être offertes, je le disais tout à l'heure, par rapport à la banque résiduelle ? Et au-delà de ça, si demain il devait y avoir une décote comme l'annonce Moody's de la Belgique, ça voudrait dire aussi que là, il y aurait un impact pour tout un chacun en Belgique, l'épargnant ou le travailleur, sur le taux auquel la Belgique pourra emprunter. Parce que pour sortir 3,5 milliards, 4 milliards, on va pas claquer des doigts pour les sortir, il va falloir emprunter. Si la Belgique a une décote, elle empruntera à un taux plus élevé que maintenant. Ça veut dire que, alors qu'on nous parlera d'austérité dans quelques semaines de manière claire avec des plans bien coincés, on nous dira il faut mettre la main à la poche encore plus, que ce soit auprès des travailleurs, parce qu'on a peu parlé des travailleurs de Dexia pour l'instant. Je signale quand même que Dexia en Belgique, c'est 10 000 emplois, qu'accessoirement dans la holding, on parle quand même de 6 000 emplois, et que ça fait des années qu'on passe de restructuration à restructuration chez Dexia, et que s'il doit y avoir encore une restructuration, ça sera un clash social, parce que toutes les formules fin de carrière, elles ont été largement épuisées. Donc on n'est pas dans un schéma où si demain il doit y avoir casse sociale, ça va bien se passer. Hein. Monsieur Vermark, même chose en cas de reprise, cela dit. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné, si j'ose dire, enfin vous, vous êtes symbole ici, que c'est toujours finalement, depuis quelque temps, les États, l'État, c'est-à-dire les citoyens, c'est-à-dire les gens qui vont mettre de l'argent dans vos banques, qui doivent en plus les aider pour les recapitaliser. C'est pas un peu gênant, ça? Évidemment, nous sommes très reconnaissants pour cet effort de l'État qui s'est fait. Ça, c'est presque comique, ça, non? Enfin, mais également, c'est de notre devoir de faire l'essentiel, dont le retour vers le métier de base. Oui. Je voudrais quand même, en réponse à l'intervention de Alain tout à l'heure, dire que depuis 2008, le secteur bancaire belge a injecté plus de 50 milliards d'euros dans l'économie belge. 35 milliards de prêts hypothécaires en plus, 16 milliards d'euros de crédits supplémentaires aux entreprises. On ne va pas vous féliciter pour ça. Le prêt hypothécaire... Oui. Non, mais c'est quand même, vous êtes 50 soutenu d'un côté, c'est quand même 50 milliards d'euros. Et je m'excuse surtout pour les petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, on a injecté presque 15 milliards d'euros. Oui, Monsieur Frémaux. Mais l'État n'a pas vocation à gérer une banque. Je pense que le meilleur projet pour Dexia serait de permettre aux actionnaires existants de participer au bon développement des bonnes activités de Dexia Bank Belgique et donc de faire un tour de table. Les gens veulent suivre ou ils ne veulent pas suivre, mais à tout le moins, il faut leur donner cette opportunité. Monsieur de Calataï ? Je pense qu'on le sent très bien aujourd'hui. Une question fondamentale, c'est l'aide
que l'État va donner à un certain nombre de joueurs. Et cette aide peut apparaître comme illégitime. Et elle est d'autant plus dangereuse que plus on sera généreux en termes d'aide, moins ce sera facile de vendre à la population une austérité par ailleurs. Donc, Ça, c'est bien résumé, je crois. Oui. Donc je pense que l'État se doit, quand il va reprendre cette activité de banque Dexia ici en Belgique, de se montrer particulièrement économe. Et il doit payer un juste prix. Il ne s'agit pas de faire un cadeau aux actionnaires existants du holding de Dexia. Et même si ça déplaît aux régions, si ça déplaît aux communes, peu importe, il faut que l'État fédéral soit extrêmement prudent. Vous trouvez que les communes exagèrent ? Le montant le plus faible possible. Vous trouvez que les communes exagèrent ? Les communes aujourd'hui, au travers du holding communal, doivent reconnaître qu'elles ont été amenées à avoir un comportement imprudent. Elles se sont endettées pour acheter des actions Dexia supplémentaires en vue d'avoir un rendement dividende plus élevé. J'ajoute aussi encore un point important, que quand on parle des intérêts du holding communal, nous ne parlons pas des intérêts de toutes les communes sur un pied d'égalité. En fait, au sein du holding communal, on va trouver certaines communes bien plus que d'autres. Donc, aider le holding communal, ce n'est pas aider forcément les communes les plus pauvres de Belgique, c'est aider certaines communes, et qui plus est, des communes qui avaient la chance d'avoir déjà dans leur patrimoine des actions Dexia. Ah, Monsieur Gobert, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur... Donc là, il dit que vous avez pris un risque, vous avez été attiré par l'appât du gain, si j'ose dire. Non, pas forcément l'appât du gain. Il ne faudrait pas que le fédéral casque trop pour vous, quoi. Non, mais il faut savoir que ce n'est pas l'appât du gain, c'était ça ou le risque que Dexia disparaisse à l'époque. Donc, je le disais, 500 millions d'investissements. Oui, mais par rapport à son argument en disant, bon, il ne faut pas non plus que le fédéral... paye trop pour vous. Pour nous, les villes et communes, c'est nous, effectivement, c'est nous tous. Donc derrière cela, il y a effectivement toute la problématique du financement structurel, je dirais, des villes et communes, sachant que les dividendes ont permis historiquement à financer les communes. Donc nous souhaitions aussi préserver cet outil de financement d'avenir. Au-delà de cela, eh bien, il y a aussi la volonté de garder une banque dont le vrai métier est le financement des pouvoirs locaux. Ça, j'insiste, parce que Dexia est un partenaire historique, je dirais, et par avant, c'était le crédit communal. Je vois que nous mettons en concurrence donc le partenariat avec les banques. Seul Dexia, aujourd'hui, est intéressé par le financement, par la collaboration et les marchés lancés par les villes et communes. Donc, quand on dit que les banques s'intéressent, disons, aux pouvoirs locaux, je dis, il faut savoir que 85% des marchés aujourd'hui octroyés par les villes et communes le sont au bénéfice de Dexia. Donc c'est quasi systématiquement le seul qui s'intéresse aux pouvoirs locaux. Je vois M. Petitjean qui dodeline de la tête. Oui, c'est peut-être une occasion justement d'essayer de diversifier la source de capitaux qui sont... Alors avant d'aborder concrètement pour ceux et celles qui nous écoutent les problèmes justement de compte en banque, etc., que faire pour placer son argent, j'appelle un bourgmestre qui n'est pas très content non plus, c'est Jean-Luc Cruc, le MR Jean-Luc Cruc, bourgmestre de Franes-les-Anvins. Jean-Luc Cruc, bonjour. Alors vous, de manière particulière, vous avez été un peu différent des autres. Vous avez refusé la proposition de Dexia il y a 2 ans. Oui, je l'ai refusé parce que je n'aime pas faire n'importe quoi. Et j'avais cette impression qu'on ne se souvenait pas de ce qui venait de se passer. À l'époque, on nous disait que... Vous proposez quoi 13% sur un investissement. À l'époque, on nous a dit, ça y est, avant 2009, il y a eu 2008. Oui. On nous a tous dit, des rapports de ce genre-là, c'est pas correct, c'est que c'est pas solide. Et donc, moi, comme bourgmestre, je n'ai aucun envie. On vous propose 13%. Oui, puisque sur la recapitalisation, pourquoi vous avez dit non ? Un dividende, parce que c'est pas correct, parce que ça veut dire que derrière cela, il n'y a pas de la solidité. On n'est pas là, nous, pour jouer aux banquiers des banques, quelle que soit la banque, et même pour le holding. Moi, je veux des choses sûres. Quand je vois mes citoyens, je veux pouvoir leur dire, écoutez, ce qu'on a fait, on l'a fait de manière sérieuse, et pas de manière irresponsable. 13%, ça devait aller à la casse. C'était trop beau pour que ce soit vrai. Et dans le contrat, théoriquement, vous devez toucher 13% si on vous l'a promis. Mais moi, justement, j'ai refusé ça. Je n'aime pas, M. Vrebos, qu'on prenne les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Si c'est dire aux communes, écoutez, vous allez sauver Dexia en payant, c'est pas le rôle des communes. Et j'en veux au gouvernement wallon.
parce que M. Furlan, ministre des Affaires intérieures, a engagé les communes à le faire. Bon, ben moi, c'est pas parce que M. Furlan me dit qu'il faut le faire que je vais le faire. Ouais. Et au conseil communal, j'ai développé une théorie en disant, écoutez, ça n'est pas sérieux, ce n'est pas comme ça qu'on arrivera. Il se fait que l'issue, le sort, m'a donné raison. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème puisque je n'ai pas de dividende. Oui, et vos collègues, vous dites quoi alors? Qu'ils ont été crédules? Je dis qu'ils ont été crédules, oui, qu'ils n'ont pas regardé le dossier convenablement, mais aussi qu'ils ont été encouragés par le gouvernement wallon, qui aujourd'hui... Ça, c'est un peu politique, parce que vous êtes maire, non? Pas du tout politique. Je l'ai dit en heure et en temps. Je pense que s'il n'y avait pas eu un signe, justement, du gouvernement wallon vis-à-vis des communes, beaucoup d'autres communes auraient refusé. Monsieur Gobert, alors là, voilà, c'est vraiment la controverse. Donc vous avez été crédule, vous avez 13%, vous avez été attiré par les 13%, et puis maintenant vous les perdez? Alors, il faut savoir que ce à quoi fait référence M. Cruc, c'est la circulaire budgétaire du ministre Furlan, du gouvernement wallon, qui, lorsque, préalablement à l'écriture des budgets des villes et communes, eh bien, cadre par toute une série de recommandations et de contraintes qu'il impose aux pouvoirs locaux. Ceci étant dit, la circulaire budgétaire, notamment pour le budget 2011, faisait référence à la possibilité d'inscrire les 13% comme dividendes dans le cadre des capitaux qui ont été réinvestis pour la recapitalisation, sachant que l'engagement du gouvernement wallon, poussé dans le dos, il faut le dire, par le fédéral et par le ministre des Finances en particulier, M. Cruc. Il renvoie la balle. Je tiens à le préciser, parce qu'il faut savoir que c'est tous les niveaux de pouvoir belges qui sont concernés par cela, et pas uniquement M. Furlan et les villes et communes. Réplique. C'est pas la circulaire que je vise. Le travail d'un parlementaire, c'est aussi de poser des questions au ministre. Et le ministre, lorsqu'il répond, ne fait pas allusion à une circulaire. Il dit cette opération-là, elle m'a l'air sérieuse, et je pense que c'est le devoir des communes d'y aller. Allez-y, il n'y aura pas de problème. C'est un débat parlementaire. Et c'est suite à ce débat parlementaire que je dis au ministre, vous jouez au casse-cou. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'addition est là. Et je dis donc au gouvernement, pas au ministre des Finances, qui doit effectivement essayer de sauver aujourd'hui Dexia. Je dis au gouvernement, si vous n'aviez pas incité les communes à le faire, elles ne l'auraient pas fait. Ce n'est pas le métier de base d'une commune. Monsieur Cruc, merci pour votre témoignage. Alors, question concernant, est-ce que c'est courant? 13%, c'est vraiment, M. Vermaak, à pâter les gens, c'est 13%. Qui donne 13% aujourd'hui? C'est assez élevé, oui. Donc c'est quoi? Ben donc, ça indique que quand même, c'était pas aussi évident. Ah oui, non, ça c'est bien qu'on puisse dire. Hein. Mais comment est-ce qu'on a pu croire... Enfin, je sais pas, je suis un peu étonné d'entendre ça, moi, M. Coleman. Vous savez, il y a un proverbe en finance qui dit qu'il faut se méfier du saint quand le miracle est trop beau. Donc effectivement, 13%, ça paraît un peu élevé. Je crois qu'il y a eu une prise de risque sans doute de la part de certains. Oui. Et qu'effectivement, dans une économie qui est en quasi-dépression ou récession, on ne peut pas avoir de taux de rendement de plus de 2-3%, c'est clair. Alors, avez-vous confiance en vos banques? Stéphanie Gomens et Thomas Wilski vous l'ont demandé. Oui, disons oui. Oui, pour l'instant. Tant qu'il ne nous arrive pas trop de problèmes comme à la Dexia, Fortis. Jusqu'à présent, disons, je suis attentive, bien sûr. Mais l'idéal n'existe pas, je pense. Oui. Pour l'instant, oui, mais j'ai eu un peu peur la dernière fois, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà, je ne sais pas. Il y a des collègues qui parlent un peu, ils ont peur aussi. Tout le monde redoute un peu de ce qui va se passer. Surtout les autres banques vont suivre certainement. Et puis, un petit coup d'œil sur notre question. Après Dexia, craignez-vous un effet domino? Eh bien, 80% craignent un effet domino, c'est quand même pas mal. 16 non et 4 sont sans avis. Alors, je vous pose la question, très simplement, et je vais puis la demander aussi à M. Jorion, que nous avons par Skype en direct de l'étranger. Monsieur de Calataille, l'effet domino, est-ce qu'on doit le craindre? Alors, il faut redouter un effet domino, mais non pas tant lié aux difficultés de Dexia qu'aux difficultés de la Grèce. Le véritable effet domino macroéconomique, c'est là qu'il se situe. C'est si demain, on a peur non seulement de la Grèce, mais aussi du Portugal et de l'Irlande, ce qui est déjà un petit peu le cas, mais ensuite également de l'Espagne et derrière l'Espagne de l'Italie et peut-être d'autres pays encore, à ce moment-là, oui, il faut vraiment parler d'effet domino. En soi... Et ça, ce serait quoi un effet domino ? Concrètement. Ça veut dire que non seulement on ne veut plus prêter à la Grèce, mais qu'on n'accepte plus de prêter à toute une série d'autres pays. Les banques ne veulent plus se prêter entre elles. Les banques ne veulent plus se prêter entre elles. Et alors concrètement ? Ça veut dire que la valorisation de toutes ces obligations détenues par les banques, ce en quoi elles ont réinvesti l'épargne des épargnants, eh bien, ça vaut nettement moins
que ce que cela ne porte comme valeur nominale. Et donc, elle devrait acter des pertes tout à fait conséquentes, et ce serait le mauvais scénario, le scénario de la déconfiture du système financier. Mais nous n'irons pas jusque-là, parce qu'effectivement, et heureusement peut-être, Dexia a accumulé les bourdes, et donc... Ah, vous le dites carrément, vous? Oui. Dexia a accumulé les bourdes. Dexia, c'est un problème de quoi? Dexia, c'est un problème pour partie la faute à pas de chance. C'est pour partie la faute à pas de chance. Ils ont fait des choix stratégiques qui malheureusement ne se sont pas révélés corrects. Mais c'est aussi la faute à des erreurs de management, à des problèmes de financement principalement liés aux opérations en France. C'est de la part de la présidence d'aujourd'hui. La présidence aujourd'hui, ce qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est de ne pas avoir été assez vite dans la restructuration de l'entreprise. Mais la restructuration, vous savez, elle se serait heurtée à beaucoup d'obstacles du côté des actionnaires, du côté des travailleurs, du côté de toutes parts. Donc il n'y a non pas à pointer d'abord et avant tout la présidence actuelle. Non, ça, je crois que ce serait un... Alors, Paul Jorion, qui est avec nous par Skype, vous, quel est votre pronostic? Vous qui aviez prévu la crise des subprimes, Paul Jorion, quel est votre pronostic, vous? Est-ce que vous craignez un effet domino? Mais oui, parce qu'on ne peut pas continuer à l'infini de mettre en quarantaine, comme on le fait maintenant, dans des bad banks, dans des processus de défaisance, comme on dit, continuer à mettre entre parenthèses toutes les pertes qui ont été perdues. J'ai signalé tout à l'heure, donc, une reconnaissance de dette, c'est quelque chose qui peut avoir une valeur entre 0 et le prix qu'on avait promis de rembourser. Il faudra bien un jour qu'on fasse les comptes. Alors on ne le fait pas parce que justement on craint cet effet domino. Parce que si on reconnaît que quelque chose ne vaut plus qu'on avait dit que ça vaudrait un jour, il va bien falloir faire les comptes. Or depuis 2008, depuis le début, même depuis 2007, depuis le tout début de la crise, on refuse de faire ça énergiquement. Pourquoi? Parce que on continue de penser que d'une reconnaissance de dette, un jour ce sera payé, que c'est véritablement encore de la richesse. Il faut qu'on se rende compte que ce n'est pas de la richesse, que c'est perdu. Mais il faut ce que les psychanalystes appellent un travail de deuil. Il faut qu'on se rende compte que cet argent a été perdu. On refuse de le faire, on va refuser de le faire. Il y a une dénégation pour l'instant, c'est ça que vous dites? Pardon? Il y a une dénégation pour l'instant. C'est du déni, oui, c'est ça, comme les psychanalystes disent, c'est du déni. On ne veut pas reconnaître que tout cet argent-là qui a été perdu ne reviendra pas. L'argent des subprimes, les gens qui ont emprunté pour acheter ces maisons qui ne valaient rien, il ne reviendra pas, il est perdu une fois pour toutes. Il faut qu'on le reconnaisse. Et on ne veut pas le faire parce qu'on sait que ça aura des effets en cascade et qu'il faudra un jour dire au rentier, à l'actionnaire, à l'investisseur, vous ne recevrez pas tout ce qu'on vous avait dit qu'on allait faire. Et alors là, il y a un problème très sérieux. C'est au niveau de toutes ces retraites par capitalisation, toutes ces assurances-vie, comme on les appelle. Maintenant, on avait dit, ça c'est sûr, on ne vous prendra jamais cet argent-là, c'était 100% sûr. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra un jour dire, oui, ben, on n'avait pas pensé à certaines choses, comme une crise qui pouvait venir en 2007-2008. Et ça, aucun gouvernement ne veut le reconnaître, aucun gouvernement ne veut dire ça. Déjà, avec les petites mesures, les toutes petites mesures que les gouvernements prennent, ça fait déjà disparaître entièrement tous les partis qui sont au pouvoir. La fois suivante, ils disparaissent. Alors, s'il fallait vraiment dire, et là, tout le monde devrait le dire, tous les partis politiques en même temps devraient dire, écoutez, cet argent-là, on vous l'avait promis, il ne reviendra jamais. On a essayé de se débarrasser de toutes les pensions par répartition en disant c'était un très mauvais système, il faut laisser les marchés s'occuper de tout ça. Les marchés se montrent absolument incapables. Quand j'entends dire tout à l'heure, oui, mais c'est pas la destination, c'est pas la vocation des États de s'occuper des banques. Mais est-ce que c'est la vocation des banquiers avec ce qu'on voit ce qu'ils font en ce moment? Les banquiers n'ont pas cette capacité en ce moment. Ça fait 3 ans qu'ils nous montrent qu'ils ne savent plus exactement ce qu'il faudrait faire. Il y a des compétences qui sont ailleurs, il y a des gens qui comprennent la finance. Ces gens-là ne sont pas nécessairement dans les banques. Il y a moyen de relancer cette machine sans demander constamment aux mêmes de refaire les mêmes erreurs. On voit bien qu'ils n'y arrivent pas. Merci de ce commentaire. Alors, c'est un peu inquiétant ce que nous dit Paul Jorion, Monsieur Coleman, que même les assurances-vie, parce que là maintenant on vient dans le concret, que les assurances-vie seraient d'une certaine manière en danger. Mais il faut rendre hommage à M. Jorion parce qu'il a une analyse pertinente, mais malheureusement, elle est idéologique. Le problème, ce n'est pas tellement les marchés qui sont en gauche, ce sont les États qui sont trop endettés. Nous avons vécu pendant 30 ans dans les économies européennes en augmentant la dette de l'État pour notre propre bien-être. Alors aujourd'hui, il y a un problème. Cette dette ne peut pas être remboursée par l'impôt, elle le sera sans doute par l'inflation,
et ça crée un choc bancaire. Mais l'erreur fondamentale, c'est d'opposer l'État au marché. C'est l'État aujourd'hui qui est en cause par son niveau d'endettement, et ça, il faut le concevoir. Et les États mais l'endettement était dû au fait qu'il fallait sauver notamment les banques. Pas du tout. Non, pas du tout. L'impact de la crise de 2008 sur les budgets de l'État était limité. La réalité, c'est qu'à partir des années 80, on a construit un immense modèle d'endettement, que les banques ont été utilisées pour favoriser ce système d'endettement, mais les marchés n'ont pas de cœur. Quand il faut rembourser, ils deviennent exigeants, ils demandent un taux d'intérêt plus élevé, et c'est ça qui fragilise les banques aujourd'hui. Oui. Alors, parlons concret. On a entendu Paul Joyon parler des assurances-vie en disant que c'était de l'argent perdu et qu'il fallait s'attendre à toucher moins. Je ne sais pas, c'est un peu inquiétant, ça. Il ne faut pas non plus agiter les spectres du grand désastre. Mais l'analyse est bonne pour vous? Je pense à un assez long terme, peut-être qu'il y a des produits qu'il faut revoir, en tout cas en ce qui concerne le risque. Aujourd'hui, si vous me posez la question par rapport à l'épisode Dexia, je pense qu'il faut aussi un peu calmer le jeu. On s'est employé à le faire depuis une semaine. Je pense que M. Vermark de Febelfin ne me démentira pas. Il faut calmer un peu le jeu. Donc il y a un certain nombre de garanties pour des produits. Je ferai une petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a autant de milliards en compte d'épargne, c'est que les gens sont inquiets, évidemment. Et donc, eux, ils versent sur des comptes d'épargne. Peut-être que ce sont des produits qui ne rapportent rien. On perd un petit peu, on gagne pratiquement rien. Et donc, avec l'inflation, je referme la parenthèse, mais aujourd'hui, ne me demandez pas d'aller dire que tout va à volo. Il y a un certain nombre de garanties. Il faut être attentif. Mais maintenant, c'est peut-être des prévisions de grands devins de dire dans 10 ans, dans 15 ans, il faut peut-être revoir un certain nombre de produits. Alors, que risque pour vous le citoyen, le client des banques, a toute une série de produits, notamment chez Dexia, mais ailleurs? Ça dépend de ce que le citoyen connaît de ce produit. Et on l'a vu en 2008, où on avait des gens... C'est ce que le banquier lui dit. Hein. Tout à fait. Et on l'a vu en 2008, des gens qui avaient acheté de bonne foi, ils pensaient que c'était des obligations émises par leur banque. Or, c'était des obligations Lehman Brothers. Et donc, du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Alors, je vais poser une question très directe aux représentants des banques. Aujourd'hui, est-ce qu'on vend encore des produits toxiques? Ah non. Donc, en Belgique... C'est sûr, ça. Les banques sont engagées à partir du 1er août de cette année. On ne distribue plus des produits structurés d'une complexité spécifique, dont, c'est clair, ici en Belgique... On ne vend plus de produits toxiques, on ne promet pas aux gens 13%. Il y a encore un segment de ce qu'on appelle private banking, dont... mais pour le grand public, de tels produits ne sont plus vendus. C'était de concert avec les autorités, mais je crois que là, on a démontré qu'on s'est assumé. Mais je voudrais revenir sur l'autre point. Le problème, essentiellement, est européen. Il faut d'urgence, et je lance un appel à l'Europe, de prendre des décisions d'une façon convaincante. Et la semaine prochaine, il y aura un sommet ici à Bruxelles. On sait quoi faire. Il faut isoler le cas de la Grèce. Il faut donner une réponse adéquate aux problèmes des pays périphériques comme Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et peut-être un nombre limité de banques dans ces pays périphériques. Il faut les recapitaliser. On sait quoi faire. Il faut le faire et d'une façon convaincante. Alors, une question d'un téléspectateur, mais beaucoup posent la même question. Doit-on craindre la faillite de Dexia et des autres institutions bancaires dans les semaines prochaines? Quid pour les clients? Doit-on garder sous le matelas nos maigres économies? Voilà, une question que beaucoup de gens se posent. La question, à nouveau, il y a toutes les garanties dont j'ai parlé tout à l'heure, système de garantie des dépôts par rapport au compte d'épargne, aux bons de caisse, aux comptes à terme, s'ils sont libellés dans les monnaies de l'Union européenne, et enfin en tout cas des 27, donc pour vous, sauf en dollars, le citoyen... il y a un certain nombre de choses. Et d'autre part, je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas que Dexia sur le marché des bancaires, il y a d'autres institutions qui se portent très bien et qui ne sont pas surexposées au risque de la dette souveraine, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a un certain nombre de banques qui n'ont pas pris ce risque-là, qui n'ont pas joué au casino de la dette souveraine. Par exemple ? Vous en avez toute une série. Je ne sais, M. Vermark citera le nombre d'institutions bancaires aujourd'hui, mais il y en a toute une série dont sont clients pas mal d'épargnants aujourd'hui que nous reprenons dans nos comparatifs. Et donc, il n'y a pas que Dexia ou que BNP Paribas Fortis, il y en a plein d'autres qui marchent très bien et qui garantissent des taux acceptables sur des produits d'épargne et des produits de placement. Alors, certains aussi nous font remarquer que je crois que le montant de l'épargne chez Dexia, c'est plus ou moins 80 milliards, et que le fonds de protection avoisine un petit 2 milliards. Alors, ils se demandent, si à un moment donné, une banque fait faillite, comment est-ce que l'État pourra payer tous les citoyens, quoi ? Et c'est là que la garantie d'État intervient. Et je pense que dans le cas de Dexia, il y a le premier stade, c'est la garantie des dépôts. S'il y a faillite, et je répète,
la faillite, je pense qu'elle est hautement improbable. Si on laisse tomber Dexia et qu'on le laisse tomber en faillite, je pense que là, c'est tout le système bancaire qui est par terre. Et deuxième stade, il y a effectivement, l'État sera appelé à combler les lacunes et le manque. Mais l'État, c'est-à-dire nous, vous et moi, oui, évidemment, on est bien d'accord. Mais en plus, je voudrais quand même ajouter que la banque Dexia, comme on la connaît chez nous, et les 80 milliards qui sont placés auprès de cette banque Dexia, cette banque est bien solide. Il n'y a pas de problème avec cette banque. Le problème est ailleurs, au sein du groupe Dexia, et plutôt dans son pilier français. Donc, si je vous écoute, il n'y a aucun problème pour tous les produits financiers, notamment chez Dexia et dans d'autres banques. Il n'y a pas de risque. Tout ce qui vous n'est dites, pas si jamais il y a un problème, c'est l'État qui va combler le trou. C'est ça là, ce que vous dites. Il faut bien voir, je pense, pour illustrer le propos, quand on parle des 80 milliards de Dexia, il faut bien voir que cet argent qui est collecté auprès des épargnants, pour une bonne part, il est reprêté à ces mêmes épargnants sous forme de crédits hypothécaires, etc. Donc tous ces 80 milliards ne vont pas s'évaporer demain matin. Tous ces 80 milliards n'ont pas été prêtés à un pays comme la Grèce qui ne rembourserait même pas 50%, qui ne rembourserait rien du tout. Donc c'est ce scénario-là. Mais s'il faut aller jusqu'à la recapitalisation de Dexia, s'il faut assumer une partie de ses pertes, ce sera pour la dette de l'État. Et la dette de l'État montera comme elle a pu monter en Irlande. Ça, il faut en être conscient. Aujourd'hui, est-ce que finalement les banques ne sont pas aussi le jouet des caprices d'une sphère financière qui est parfois complètement déconnectée des réalités? Je crois qu'effectivement, il y a un choc souverain, un choc systémique extrêmement important. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont cru en 2008 que c'était fini après les subprimes, mais c'est aujourd'hui un problème qui est généralisé. On voit bien que des pays sont fragilisés. Et ce qui se passe au niveau européen, c'est que des mesures d'exception sont prises. Tout le système bancaire est en train d'être recapitalisé pour protéger les épargnants. Des liquidités sont créées et on voit que l'Europe, enfin, et Michel Urmark a eu raison de le souligner, est en train de prendre des mesures importantes. Donc je crois, pour revenir au propos de M. Ducard, que l'épargne des particuliers est bien sûr protégée, mais qu'on rentre dans un monde nouveau qui sera plus régulé et plus contrôlé par les autorités publiques. Oui, c'est justement pour éviter ce problème. On ne voit rien venir. C'est pas vrai. Beaucoup de choses ont été faites. On a parlé des produits toxiques qui ont été maintenant interdits. On parle aussi de la sécurité des banques, du contrôle des banques. Donc beaucoup d'étapes ont été franchies. Vous êtes d'accord, Mme Delmé ? Je pense qu'on est dans un débat qui est extrêmement macroéconomique et que la réalité que les gens vivent au quotidien est fondamentalement différente. Et donc effectivement, des choses ont peut-être été faites, certainement, mais c'est vider l'océan à la petite cuillère. Et donc les chocs que les gens ont au quotidien, et on le disait tout à l'heure, quand on dit si jamais Dexia devait aller en faillite, c'est nécessairement l'État qui mettrait la main au portefeuille, même si c'est théorique dans l'état actuel des choses, c'est clair que pour les gens, la réalité est qu'effectivement, la dette de l'État va être dans ces cas-là agrandie, que le citoyen devra payer les pots cassés et lui-même mettre la main au portefeuille, et donc c'est une logique qui pour les citoyens, les travailleurs de Dexia, tout le monde, les allocataires sociaux également, ça a un coût, ça aura un coût maintenant, demain, on n'en a encore aucune idée. Et donc le risque, il est là. Et c'est un risque qu'on doit assumer, alors que... Mais c'est au-delà d'un clash social, c'est au-delà d'un clash au niveau des travailleurs, c'est un clash au niveau des citoyens, parce qu'alors qu'on nous parle d'austérité, alors qu'on nous dit il faut réduire les dettes souveraines, alors qu'on nous dit il faut revenir à 3% de déficit public, on nous met sur un plateau toute une série d'opérations qui, à terme, risquent de coûter pour le citoyen et risquent de durcir les déficits publics qu'on a actuellement. Donc c'est ça un peu le non-sens, c'est que finalement, on met son épargne dans une banque et à terme, on risque de devoir payer pour les erreurs des autres. Et moi, j'aimerais bien aussi, c'est que dans le cadre du dossier Dexia, on pointe quand même clairement la responsabilité des actionnaires qui ont été présents pendant des années, des membres du conseil d'administration, parce que c'est un peu facile, on parlait d'impunité tout à l'heure, de recommencer. Il y a de l'impunité pour vous? Moi, je pense qu'il y a de l'impunité, qu'il n'y a pas d'analyse des responsabilités qui est faite de manière claire et qu'au-delà de ça, on doit à un moment dire stop, mettre clairement en accusation les personnes qui ont fauté ou ont laissé aller les choses ou bien ont un peu trop joué avec le feu. Certains actionnaires au conseil d'administration et... Mais pourquoi c'est pas les syndicats qui ont géré Dexia quand même. Le ministre des Finances, dans les premières heures de la crise, a cru bon de dire il faut que Dexia revienne à son métier de base. Pourquoi ? Parce qu'on a joué
parce qu'on a joué en bourse, parce qu'on a joué au casino. C'est tout. Donc c'est ça le problème. Et donc on a joué avec l'argent des épargnants. Tout le monde a laissé faire. Le conseil d'administration était au courant. Oui, pourquoi le ministre des Finances en personne dit lui-même maintenant il faut qu'il collecte les dépôts et qu'il prête? C'est qu'il y a un problème, c'est que cette banque a perdu son âme, a perdu sa nature première. Et donc, je pense qu'il a fait la démonstration en une phrase qu'il y avait réellement un problème. Et donc, il faut profiter de ce choc systémique, comme on dit, pour que les banques fassent leur boulot, fassent leur métier, et qu'on ne vienne pas toujours réparer leurs erreurs. Oui. Vous êtes d'accord ? Nécessairement, je ne sais être que d'accord avec ça, parce qu'effectivement, quand on a posé des questions il y a 6 mois au conseil d'administration de Dexia, on n'a pas eu de réponse. Or, les problèmes étaient patents déjà. Vous n'avez pas eu de réponse ? On n'a pas eu de réponse. Et on a été les seuls à ce moment-là à faire la démarche d'interpeller le conseil d'administration. Alors, vous demandez quoi officiellement aujourd'hui ? Vous demandez quoi ? Une enquête ? Qu'est-ce que vous demandez pour qu'il y ait, entre guillemets, d'éventuelles sanctions ? Que si on injecte de l'argent public dans Dexia, ce qui sera plus que vraisemblablement le cas, on ne réasseye pas au même poste les personnes qui ont fait de Dexia ce qu'elle est maintenant. Donc ça veut dire que pour nous, conforter les actionnaires historiques de Dexia et leur laisser recommencer leur business normalement, c'est pas crédible. Donc ça veut dire que si effectivement il y a de l'argent public qui est injecté dans Dexia, ça veut dire aussi que l'État doit jouer un rôle d'acteur quels et de actionnaires régulateur. visez-vous ? Les actionnaires historiques. C'est-à-dire donc ils sont connus, les communes, les régions, Arcofine, Etias, ils ont tous eu des responsabilités dans la gestion. Vous êtes visé là. Oui, mais il faut savoir que les communes, historiquement, sont effectivement celles qui ont créé le crédit communal en son temps, et puis la privatisation et surtout l'internationalisation. Vous faites un mea culpa, vous, en tant qu'actionnaire ou pas ? Nous ne sommes pas actionnaires de Dexia, nous sommes actionnaires du holding communal qui lui-même représente les communes. Et je pense qu'il faut savoir que, ceci étant dit, nous avons tous intérêt à ce que ce holding soit consolidé parce qu'il représente 14% aujourd'hui de l'actionnariat de Dexia. Et c'est très important qu'il y ait un pouvoir public fort aussi qui intègre l'intérêt public dans sa gestion. Ce qui est réellement inquiétant, je trouve, par rapport à la crise de Fortis en 2008, c'est qu'à nouveau, cette semaine-ci, les autorités de contrôle ont été aux abonnés absents. On voit l'action Dexia qui perd 30%, on voit la CBFA qui ne fait strictement rien, qui ne communique même pas. Donc évidemment, ça alimente la peur sur le marché. Et ça, on voit 2008, bis repetita, ici 2011. Monsieur Coleman, on a l'impression que rien n'a changé. Non, mais écoutez, non, c'est pas vrai. Je crois que son Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Monsieur Frémaux? Mais je crois d'abord qu'une action chute en bourse est indépendant des autorités de contrôle. Ce sont les marchés qui font des achats et des ventes. Je crois qu'il a été très difficile de suspendre le cours. C'est ce qui a été reproché. Pourquoi? Parce qu'on suspend un cours quand le marché doit incorporer une information. Or, la situation d'Dexia n'était pas claire. Raison pour laquelle, jeudi vers 15h, le cours a été suspendu. Maintenant qu'une nouvelle articulation va être mise en œuvre. Il y avait plus d'informations dans la presse que sur le site de Dexia. Oui, je voudrais vous quand même préciser que, ayant été président de la bourse de ce pays, je peux vous confirmer que suspendre un cours de bourse, parfois suscite plus d'inquiétude qu'il n'apporte de solution. Et donc je crois que les autorités de contrôle ont bien agi dans la séquence qui a été suivie. Oui, réplique. Nous, on n'a rien vu, on n'a rien entendu. Et à nouveau, il suffit de se référer sur le site de Dexia. Il n'y avait pas de communication. Donc, évidemment, les actionnaires ont commencé à appeler chez nous en demandant voilà, qu'est-ce qui se passe. Monsieur de Calataï, la dernière question sera pour vous. On sent quand même que le citoyen est quand même relativement à la fois inquiet et un peu indigné, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment vous voyez la suite des événements d'un point de vue économique et financier? Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres péripéties? Je pense que le spectateur doit se dire qu'il a deux casquettes ici. Celle du client éventuel de Dexia, et là, il n'a pas de souci particulier à se faire. Il est aussi contribuable et citoyen. Effectivement, ce qui s'est passé avec Dexia est une très mauvaise nouvelle. Une nouvelle pour partie prévisible, vu des erreurs qui ont pu être commises dans le passé. Maintenant, il faut accepter que c'est une erreur du passé. On peut pleurer toutes les larmes de son corps. Il faudra effectivement séparer les activités de Dexia et que l'État dépense de l'argent pour acquérir cette activité. Mais je redis, il faut qu'il en mette peu sur la table pour acquérir à un juste prix une activité qui, dans quelques années, pourra être revendue, de telle sorte que, in fine, pour ce volet-là, le contribuable n'est pas à éponger. Voilà. Et sans doute que dans les heures qui viennent, on aura la réponse. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On reparlera sûrement économie et finances dans les mois qui viennent. Mais tout de suite, les yeux dans les yeux avec un conducteur des bus des Tech. Monsieur Apollo Bougiri, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes chauffeur Tech à Charleroi et vous avez été frappé mercredi soir par
par un client, si j'ose dire, Tout à fait. Oui. sur une ligne jugée en général excellente, la ligne de l'aéroport de Charleroi. Oui. En fait, la ligne de l'aéroport de Charleroi est la ligne la plus sûre. Oui. Puisque des gens qui voyagent sur cette ligne-là, c'est des gens qui sont là pour voyager. Donc vous avez été étonné d'être agressé. Tout à fait, j'étais vraiment surpris. C'est une ligne sur laquelle je n'ai jamais eu de problème. Mais ce jour-là, à mon avis, ce n'étaient pas des voyageurs qui étaient là. Alors, quelle est votre réflexion? Puisque c'est vrai que ces jours-ci, il y a eu pas mal de pierres dans les bus. Qu'est-ce que vous demandez, vous, chauffeur d'ETEC, pour que vous soyez plus en sécurité? Est-ce que vous demandez, par exemple, je sais pas moi, un contrôleur dans chaque bus, quelqu'un qui vérifie les tickets, comme jadis? Non, non, surtout pas ça. Moi, je crois, même ce qui a été décidé de mettre des policiers qui suivent les bus et tout ça... Vous n'y croyez pas? Je n'y crois pas du tout. Moi, je crois que c'est du n'importe quoi. Il faudrait recréer, je crois, ces sentiments tout simplement de sécurité et faire comprendre à ces gens que le bus est là pour leur bien. Mais que les chauffeurs de bus ne sont pas des ennemis. C'est vrai que parfois, certains chauffeurs de bus ne sont pas très, très aimables. C'est vrai ça ou pas? Ça, je peux le dire aussi, oui. Il y a certains de mes collègues, à mon avis, qui seraient là, mais qui ne seraient pas à leur place. Ah bon? Ah oui. Et pourquoi ça, ils sont... Parce que souvent, j'ai des voyageurs qui se plaignent, qui disent « un chauffeur m'a fait ça ». Moi, je vais rester correct, que ce soit avec les voyageurs, avec la direction, avec tout le monde. Je crois qu'il y aurait moyen d'organiser le travail autrement pour essayer de réduire ce genre de... Alors, ces jeunes, par exemple, qui agressent, qui lancent des pavés, etc., c'est qui, ces jeunes? Est-ce que ce sont des ados qui veulent se faire mousser, ou bien ce sont vraiment des délinquants? Justement, souvent, c'est des jeunes qui sont là pour ne faire que ça. C'est-à-dire que ce ne sont pas des voyageurs ordinaires. Les enfants, donc les adolescents, la plupart du temps, je pense qu'il y a une minorité qui ne veulent pas aller à l'école. Donc, quand il y a grève de bus, ils sont contents. Il y en a même qui me demandent, monsieur, est-ce que demain il y a grève? Ah, alors ils sont contents. Et moi, je crois que cette catégorie de jeunes qui cassent le bus, c'est ceux-là qui veulent qu'il y ait grève. Et c'est même pour ça que moi, je pense que la grève d'un jour n'est pas une solution. Vous êtes contre le fait que, voilà, il y a un événement, grève sauvage qui embête tout le monde? Oui, ce n'est pas une solution du tout. Parce que et vous parlez de ça à vos collègues, justement, qui font grève? J'en parle aux collègues. Donc ça doit être sérieux, votre discussion avec eux? J'ai été discuter avec des jeunes dans la cité de la Lâche à Roux pour essayer de voir. Moi, je crois qu'il faut réinstaurer un dialogue et essayer de voir les pourquoi ils cassent, les pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils pensent de... Alors, vous avez été attaqué, mais visiblement, ça ne se voit pas, c'était pas trop grave? C'était pas trop grave. Psychologiquement, oui. On peut le voir comme ça, mais j'avais quand même mon visage tout gonflé. Tout gonflé. Il y a une semaine de cela, plus ou moins. Et ici, je commence à me rétablir et bientôt, je vais reprendre le travail. Apollo Bougiré, merci de votre témoignage. Je vous retrouve dans le journal, après le journal, avec la vice-première ministre PS, Laurette Onkelings. À tout de suite.